Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan complet de mon PEA de chez Bourse Direct. Donc on commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine. Ensuite, on passera sur l'analyse du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on ira voir mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence avec une analyse technique pour chacune de mes actions long terme à dividende et les zones que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Et on terminera avec mon tableau à dividendes pour cette année 2025 qui commence à se remplir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende summoning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques de cette semaine pour la zone euro. Énormément de stats concernant les PMI. On a eu en début de semaine les PMI manufacturiers, services de la France, amélioration par rapport au mois précédent, même si on est toujours en dessous des 50. Je vous rappelle, quand on est au-dessus des 50 au niveau des PMI, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous, c'est une contraction. Ça fait un moment qu'on reste en dessous des 50, mais on se dirige petit à petit vers la barre des 50. Donc on est ressorti à 48,9 au niveau des PMI manufacturiers et services 46,6, un peu meilleur que prévu et un peu mieux que le mois précédent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l'Allemagne, pareil. PMI manufacturier qui remonte à 48,3, un peu comme la France. On va voir bien évidemment avec le plan de relance de plusieurs milliards d'euros devrait rebooster l'économie allemande qui était en récession il n'y a pas longtemps. On va suivre les résultats concernant le PIB allemand dans les trimestres à venir et par ricochet peut-être rebooster un peu l'économie globale de la zone euro. Donc affaire à suivre. Au niveau des services de l'Allemagne, un peu moins fort que prévu, 50,2, donc on est très limite au niveau de la barre des 50 et au niveau de toute la zone euro, on est toujours en dessous des 50 au niveau des PMI manufacturiers, ressorti à 48,7 et au niveau des services 50,4, donc au niveau des PMI composites de S&P Global 50,4, on est très limite sur cette zone euro, on flirte avec les 50. Pour conclure sur les PMI, on va dire dans l'ensemble, ça s'améliore. C'est pas encore la folie. Ce qui va être intéressant de voir, c'est avec le plan de relance de l'Allemagne, si dans les mois à venir, les PMI vont s'améliorer, surtout pour l'Allemagne et par ricochet avec la France. Donc affaire à suivre. Je vous ai mis une statistique qu'il va falloir suivre la semaine prochaine, c'est l'inflation de la zone euro, prévue 2,2%. C'était à 2,3% le mois précédent, donc on va voir. De toute façon, on voit tout le temps que l'inflation en zone euro stagne vers les 2%. Donc pour le moment, il n'y a pas une reprise dans l'inflation. L'économie est un peu, entre guillemets, au ralenti. Donc je pense qu'on n'aura pas énormément de surprises au niveau de l'inflation de la zone euro. Pour conclure sur cette zone euro, on attend. On a surtout à attendre aussi au niveau de la géopolitique, au niveau des négociations Ukraine, Russie, États-Unis. On ne sait pas comment ça va se finir. On a pour nous en France l'effort de guerre aussi que Emmanuel Macron nous a parlé brièvement. On ne sait pas trop comment ça va se mettre en place, etc. Ça va peut-être aussi redynamiser le secteur de la défense, même si, attention, ça ne va pas se faire en 6 mois hein, pour que les entreprises augmentent leur cadence, etc. Dans leur aviation pour faire des avions. Ça ne va pas se faire en 6 mois entre guillemets, construire d'autres usines, etc., embaucher l'emploi. Donc, on va voir comment ça va se passer cette année et comment ça va
se présenter pour cette histoire d'effort de guerre avec le minimum de 500 euros, obligations, assurance vie, le rendement on ne sait pas trop, ça sera bloqué 5 ans, mais on ne sait pas trop encore. On va suivre ça aussi ensemble durant cette année. Donc voilà rapidement pour ces statistiques économiques de la zone euro de cette semaine et on en reparlera le week-end prochain. Allez, on va traverser l'Atlantique pour aller voir les statistiques économiques des États-Unis pour cette semaine. On a eu aussi les PMI manufacturiers bien plus faibles que prévu quand même. 49,8, c'était prévu presque 52 et le mois dernier 52,7. Donc on voit quand même un ralentissement au niveau des PMI manufacturiers. Mais au niveau des PMI composites de S&P Global, en amélioration, 53,5 par rapport au mois dernier à 51,6 parce que les PMI services ont très bien progressé, 54,3, précédemment 51. Donc les services rattrapent un peu la baisse des PMI manufacturiers. Voilà, donc, bien évidemment, si on a une chute, on va dire, du PMI composite global des États-Unis, ça pourrait peut-être faire que la Fed va baisser les taux pour redonner un peu d'énergie à l'économie américaine en baissant les taux pour pouvoir investir de nouveau, etc. On a vu aussi le PIB qui est toujours quand même costaud, même s'il a fortement baissé par rapport au 3,1 du trimestre précédent, du T3. Là, on est à 2,4 au niveau du T4, mais c'est quand même plus fort que prévu. C'était prévu à 2,3. Donc, on a quand même encore une économie assez résiliente, même si on voit qu'un ralentissement commence à se mettre en place. Et en plus de ça, on a eu cette fin de semaine le PCE Core, c'est l'indice des prix à la consommation des ménages. Ça aussi, c'est un indice pour l'inflation un peu future. Si on a un indice des prix qui augmente plus que prévu, c'est un peu inflationniste. Donc, c'est un peu le cas. 0,4, ça nous a fait pour le mois de février un rythme annualisé 2,8%. C'était prévu à 2,7 et le mois précédent, c'était 2,7. Donc, on voit quand même que l'inflation pourrait repartir à la hausse et que l'économie ralentit. Je vous en parle depuis un moment de cette stagflation. On va voir si ça va être le cas au niveau des États-Unis cette année. Donc la stagflation, c'est une inflation qui repart à la hausse et une économie qui ralentit fortement. Est-ce que ça va être le cas? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, aussi, la semaine prochaine, va falloir suivre les statistiques concernant le chômage parce que le chômage, très important à suivre parce que ça va nous donner aussi la suite. Là, on a le salaire horaire moyen aussi 0,3 de prévu pour les stats à suivre la semaine prochaine. Si on a un salaire moyen qui est supérieur à 0,3, bien évidemment, c'est un risque aussi d'inflation. Et les créations d'emplois dans le secteur non agricole, c'est prévu 128 000 créations d'emplois. Donc on voit déjà que par rapport au mois précédent qui était à 151 000, moins de créations d'emplois. Donc si on a une stat qui nous sort un chiffre bien supérieur par exemple à 128, ça veut dire que ça sera très inflationniste et la Fed n'est pas prêt de baisser les taux. Et à contrario, si on a des créations d'emplois inférieures à 100%, c'est un indicateur un peu avancé, comme quoi l'économie américaine ralentit fortement. Donc ça va être très intéressant de suivre. Et bien évidemment aussi, on va avoir la conclusion un peu ce que va faire Trump, c'est je crois le 2 avril concernant ces histoires de tarifs douaniers parce que bon, ça change tous les jours. Là, cette semaine, on a eu comme quoi le secteur automobile des taxes, je crois, pour les importations de véhicules de 25%. Donc le secteur auto en Europe a bien corrigé, même si ça fait déjà un moment, je pense à Stellantis, etc., qui sont mal en point. Donc là, il y aura des annonces, je crois, le 2 ou le 3 avril de Trump. Et on va espérer au moins quand il va faire ses annonces, que voilà, que ça va rester comme ça parce que ça change tout le temps, ça change d'un pays à l'autre, ça change d'un secteur à l'autre, des fois c'est les médicaments, des fois c'est l'automobile, donc c'est pour ça que les marchés sont extrêmement nerveux en ce moment, parce qu'on ne sait pas, la suite des événements. Est-ce que ces histoires de hausse des tarifs douaniers, est-ce que les
les choses qui vont être vendues aux États-Unis, est-ce que les marges vont baisser et au final le prix de vente pour les Américains sera le même, ou est-ce qu'ils vont répercuter cette hausse des tarifs et augmenter les prix aux États-Unis? Donc ça, bien évidemment, aussi c'est inflationniste. Donc ça va être curieux de voir cette année parce que c'est assez inédit je me rappelle pas avoir vu un président d'une grande puissance faire ces hausses de tarifs. On avait eu le premier mandat de Trump avec la Chine, mais là c'est un peu tout le monde. Amérique du Sud, zone euro, Canada, Chine bien évidemment, mais la Chine on est déjà habitué. Donc ça fait un peu vaciller les marchés parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas les entreprises comment elles vont répercuter ces hausses de taux, comment les entreprises américaines vont importer les produits qu'ils ont besoin dans les autres pays avec ces hausses de tarifs. Donc curieux de voir aussi cette année 2025 qui va être encore plein de rebondissements, sans oublier la géopolitique, mais on refera un point le week-end prochain, bien évidemment. Allez, c'est parti pour l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40. Je me suis mis en données mensuelles. Il nous reste que lundi, mais au niveau du mois de mars qui va bientôt se terminer, on a une bougie rouge. Moins 2,41 pour le moment, on verra lundi soir où va se terminer le CAC 40. Mais si on se garde en mensuel, c'est pas non plus la catastrophe sur le CAC. On a toujours notre ligne de tendance qui est pour moi très importante. Si on y revient dans les prochaines semaines, prochains mois, il faudra faire attention. Mais on est quand même pas loin des sommets. On est sur une baisse de 2%, mais le mois précédent, au mois de février, on avait fait 2. Donc même si on revient lundi vers les 7008, une zone technique très importante aussi qu'on verra en données hebdomadaires, on est quand même pas mal sur du long terme. Toutes les moyennes mobiles mensuelles 10, 20, 50 et bien évidemment 200 sont bien en dessous des cours. Donc pour le moment, pas d'inquiétude au niveau du graphe mensuel du CAC 40. RSI toujours plutôt bien orienté au-dessus des 50, donc rien à signaler de particulier au niveau du mensuel. On va se mettre en hebdomadaire pour voir cette semaine. Donc on a cassé la zone que je vous parle depuis de nombreuses semaines, depuis cette bougie du 10 février qu'on avait cassé la zone de résistance des 8028. On a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois un retour sur les 8028 qui était une belle zone de support, sauf que cette semaine, on a enfoncé cette zone des 8028. Donc la prochaine zone maintenant à surveiller de très près, pour moi, c'est les 7800 points. C'est aussi une très belle zone de polarité quand on se met en hebdomadaire. On était au mois de mai 2024 sur les 8250. On a fait un gap baissier sur cette zone qui était déjà une zone de résistance. On a fait un pullback une fois, deux fois, on n'a pas réussi, on a été plus bas. Et là, la semaine du fin février, on a cassé cette zone des 7800 points en résistance. On est retourné à 8260. Donc, on pourrait revenir là. Pour moi, on serait toujours court terme dans une tendance négative, mais sur du moyen terme, 7800, ça est théoriquement un point d'achat pour repartir après sur une autre poussée haussière peut-être sur le CAC parce qu'on a fortement progressé début d'année. Je vous rappelle, je vous ai mis ces petites lignes jaunes. On a ouvert le 2 janvier à 7381 points. Donc faire ça et revenir là sur 3 mois, pour moi, pas d'inquiétude. Voilà, ça nous fera à peu près un 38,2, entre 38,2 et 50 de retracement de Fibo. Pas encore d'inquiétude. Par contre, si on casse les 7008, attention parce que pour moi, on sera plus sur la hausse. On va revenir dans des zones de prix entre 7400 et 7008. Donc des zones de prix, déjà c'était le cas en avril 2023, c'était le cas en février 2024. Donc ça commencera à être un peu entre guillemets dangereux et après ça nous restera le support oblique haussier. On n'en est pas encore là. De toute façon, on refera un point le week-end prochain. Pour le CAC 40 en hebdo, la moyenne mobile 10 aussi, premier signal quand même de faiblesse. On clôture en dessous. Ça n'a été pas le cas depuis le début de l'année 2025. Donc
On se fait un peu emmener aussi par le marché américain, les incertitudes qu'on a parlé au niveau de ces tarifs douaniers de Trump. Donc, affaire à suivre et rendez-vous le week-end prochain. Et on va finir avec le journalier pour voir cette semaine. On a ouvert lundi, on était là, on a fini pile à 8028. Mardi, on a fait un rebond. J'avais tracé aussi ce canal baissier depuis 2 semaines, je pense. Et pour le moment, ça prend à peu près cette direction de ce canal baissier. On va voir jusqu'à quand. Donc on a cassé jeudi gap baissier sur le support à 8028. Et là, vendredi, on finit pile poil à 7900. Donc en données journalières, l'enjeu pour la semaine prochaine, les 3 zones à surveiller, c'est le support très court terme où on est posé là. Si on se met vraiment sur la ligne ici, c'était support le 11 mars, support le 14 mars, même le 13, on n'était pas très loin des 7900. Jeudi, pareil, on est revenu pas très loin. Et là, vendredi, on est dessus. Malheureusement, vu la tournure que prennent les indices américains, je pense que ça va être compliqué pour que le CAC lundi résiste à la vague américaine et les 7900. Je pense qu'il va casser. Maintenant, on va voir comment il va finir la semaine. Donc, pour conclure sur le CAC 40, c'est négatif court terme. Toutes les moyennes mobiles sont au-dessus des cours maintenant. La 10, la 20, la 50. On nous reste la 200 bien en dessous. On a des gaps aussi qui sont toujours bien évidemment ouverts. On a le RSI qui pointe vers le bas et qui est en zone 42. Ça faisait un moment qu'on n'était pas sur ces niveaux-là. Donc prudence. Donc à surveiller dès lundi les 7900 points. La résistance maintenant redevient les 8028 qui était support. Et prochaine zone de support 7800 pour le CAC 40. Donc prudence. Pour moi, il n'y a pas encore vraiment d'affolement. On est toujours dans la même config du canal baissier. On va voir jusqu'à quand. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour faire un point technique sur le CAC 40. Allez, c'est parti pour le tour complet de mon PEA de chez Bourse Direct en toute transparence. Au niveau du portefeuille global, je suis avec un peu plus de 35 000 euros, pas mal de cash de disponible avec un peu plus de 10 000 euros. Et au niveau de la plus-value latente, un peu plus de 1 000 euros. Donc, je vous rappelle que j'ai un mélange d'actions sociétés plutôt court terme avec une stratégie plutôt swing, essayer de grappiller quelques pourcentages pour encaisser quelques plus-values. Et après, j'ai une autre partie avec des actions un peu triées sur le volet, diversifiées dans différents secteurs d'activité et plutôt long terme à dividende en suivant les résultats annuels et voir si elles correspondent toujours à ma stratégie long terme. Je vous ferai une vidéo début de semaine pour faire un point sur mes actions court terme parce que on a vu que le CAC commençait un peu à vaciller. On verra dans cette vidéo mes gains, mes pertes pour le mois de mars. Je vous la posterai début de semaine. Donc au niveau de mes actions court terme où je vous fais un suivi aussi tous les week-ends, il me reste toujours Alstom, le BX4, Biomérieux, Bouygues, Bureau Veritas. J'ai aussi Eramed, GTT, ID Logistique, Imeris, Française des Jeux, Safran, Sartorius, Trigano et Veolia. Donc tout le reste, c'est plutôt long terme à dividende. Donc pour les personnes qui souhaitent voir les chiffres un peu plus précisément, je vous invite à faire pause. Et ce que je vais faire maintenant, c'est switcher sur TradingView pour voir les zones techniques qui me semblent intéressantes à surveiller pour me renforcer au niveau de mes actions long terme à dividende. Donc on va commencer avec Air Liquide. Donc je vous rappelle aussi que les droites verticales violettes, c'est les jours où j'ai renforcé l'action qu'on va voir. Là c'est Air Liquide. Donc depuis juin 2022, je n'ai pas repris de position Air Liquide. Donc j'attends. Là en ce moment, on n'est pas loin des records. On a fait un record il y a 2 semaines, mais on avait vu cette zone de résistance un peu en dessous des 180 euros. Et au final, il y a 2 semaines, on fait le méshot. Et depuis 2 semaines, on est plutôt sur des bougies rouges. Ce que j'attends pour moi, Air Liquide, la très belle zone, 155. J'ai loupé le coup un peu fin décembre. On va voir.
De toute façon, on voit que la dynamique est quand même moins haussière, même si on reprend du Covid, c'était des hausses bien construites, avec moyenne mobile 50, plutôt bien haussière. Là, on avait fait un creux en 2022, mais après, on est bien revenu sur une tendance haussière. Et là, depuis plus d'un an presque, depuis ici février 2024, donc plus d'un an, on est entre 155 et 180. Début janvier, on est retourné à 155. On est plutôt neutre en données hebdomadaires. Là, on est sur le haut, la résistance. Donc, bien évidemment, ça ne m'intéresse pas de me renforcer à 176. Donc, j'attends 155. Moyenne mobile 200 hebdo aussi, très intéressante sur Air Liquide. Si on dézoome, on voit là, depuis 2010 qu'on se rapproche vers cette moyenne mobile 200 hebdo. Pour moi, c'est une opportunité pour soit commencer à bâtir une position, soit pour mon cas, me renforcer. Là, on est quand même éloigné de cette moyenne mobile. Donc, on va voir si on revient vers 155. Ça serait pour moi une zone intéressante à surveiller. On verra ensemble si Air Liquide il revient sur cette année 2025. On continue avec Amundi. Donc Amundi, plutôt très belle performance pour ce début d'année 2025. Pour ma part, bien évidemment, 74 euros, ça m'intéresse pas non plus. Après, Amundi, c'est pas liquide. Si on dézoome en hebdo, c'est assez clair, hein. J'ai les plus hauts un peu en dessous de 80, les plus bas vers 45-50 euros. Donc Amundi, c'est plutôt un gros rendement sur dividende, secteur de la finance. Donc plutôt à privilégier des achats vers les 50 euros. J'en avais pris dernièrement par ici, je crois à 56 en 2022. Donc j'attends peut-être que dans un an ou fin d'année 2025, on sera peut-être à 56-50. Et ça sera peut-être une opportunité pour se renforcer. Donc je garde fonds de portefeuille, j'encaisse le cash au niveau du dividende et je laisse faire. 74 euros pour moi, c'est pas une opportunité pour se renforcer au niveau d'Amundi. On voit que en 2020, avant le crash du Covid, on était à 76, on est descendu, on est remonté à 79. En 2022, on est redescendu à 44. Donc on patiente tranquillement au niveau d'Amundi. Plutôt positif parce qu'on a toujours j'ai une plus-value latente plutôt intéressante. Donc on encaisse le dividende et on patiente tranquillement. Donc les zones 56, 50 euros, on s'en éloigne, mais on va patienter tranquillement. On continue avec OB. Donc OB, plutôt pas mal ce qui s'est passé la semaine dernière sur OB. Donc techniquement, on avait une grosse zone de résistance à 46. On voit très bien ici en mai 2024 résistance. Et depuis octobre, on voit ces petites bougies. Ce qui était intéressant, c'est qu'on restait un peu proche de cette zone de résistance, moyenne mobile aussi 200 hebdo, qui était un peu en résistance dynamique. Et la semaine dernière, on a réussi à tout casser par le haut. Et cette semaine, plutôt pas mal, on fait une grande méchote. Mais on est à 48 euros, donc c'est plutôt pas mal la config. Maintenant, pour mon cas, à surveiller si on arrive à vraiment, après attention parce que si le CAC dévisse, que les marchés américains aussi, malheureusement OB, je pense qu'elle repartira vers le bas. Elle n'arrivera pas à progresser entre guillemets toute seule. On verra. Ce qui serait intéressant, c'est si on a un CAC plutôt fébrile et que OB reste durant quelques semaines, voire des mois entre 46 et 50, là ça pourrait être intéressant de remonter un peu la zone. Je vais même la remonter direct, on va voir. De remonter un peu la zone d'intérêt et pourquoi pas en reprendre à 46 parce qu'on pourrait après retourner à 60. On voit si on dézoome un peu, ça fait. On va se mettre en mensuel au B pour voir où est-ce qu'elle est. Voilà, en mensuel, j'avais une zone ici à 35. Ça fait plutôt des grands swings. Très forte hausse après le Covid. On est revenu à peu près ici au niveau des plus hauts avant Covid. Et là, on pourrait repartir. Ou je n'en sais rien. Mais sur du long terme, c'est plutôt pas mal. Surtout dans le contexte actuel. Donc, affaire à suivre. Pour ma part, j'en avais pris ici. Je laisse faire. Et si on regarde, on peut aussi, bien évidemment,
repartir comme ça et revenir ici. Donc je garde les deux zones à surveiller si on a de l'amélioration, mais on va pas se précipiter, je pense, sur OB. On est à 48, si on tient quelques semaines, voire quelques mois, pourquoi pas. 46, première zone de support déjà à préserver. Si on enfonce, on verra peut-être 38. Donc c'est pareil, je garde portefeuille parce que fondamentalement j'aime bien la société et son secteur aussi. Donc je garde pour le moment et on attend de voir la suite. On continue avec AXA. Donc AXA, très belle performance. Personnellement, j'aurais jamais cru qu'elle soit à 40 euros en 2025. Voilà, ce sont des zooms. Bon, AXA, c'est aussi secteur de la finance et des grands swings. Donc pour moi, 40 euros, pas une opportunité. J'attends tranquillement aussi, gros dividende. Donc un peu comme à Mundi. On garde fond de portefeuille. Pour le moment, la tendance est haussière, rien à dire. S'il y a des turbulences à venir, qu'on casse les 36,29 par exemple, on pourrait revenir peut-être à 30, suivre la moyenne mobile 200 hebdo, qui depuis février 2021 est devenu un peu un support dynamique. Mais là, 40, je ne vais pas me précipiter à acheter du AXA à 40 euros pour un investissement très long terme. Quand je parle très long terme, c'est peut-être 15 ans, 20 ans ou plus, je n'en sais rien, on verra bien. Chaque année, je fais un point sur les résultats aussi annuels des entreprises. J'aime bien regarder sur les résultats annuels. Pour le moment, il y a quelques-unes qui m'ont déçu sur ces résultats annuels 2024. Mais AXA, pour le moment, tout roule. Donc je garde et j'attends une opportunité peut-être à 30 euros. Et puis si elle continue encore à 45, 50 euros sur cette année 2025, on remontera peut-être l'opportunité pour se renforcer. On continue avec Capgemini. Alors Capgemini, c'est moins beau. Donc Capgemini, je vous rappelle, la zone vraiment clé, c'était 155 euros environ. C'est la zone que j'avais pris en mai 2023. Très grosse zone de support, même de polarité. Si on revient en 2021, c'était résistance. On a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois la zone. On a ici sauvé une extrémiste en décembre. On est bien remonté. Je vous ai mis ce canal baissier. Et le canal baissier, pour le moment, respecté. Et ce qui est très dommageable, c'est de bougie. Hebdo de moins 9%, on casse les 155. La semaine suivante, la zone des 155 qui était support devient résistance. Une semaine, on tape les 155. La semaine suivante, on les tape et on finit par nous faire une sale bougie rouge en clôture. Et là, depuis 2 semaines, pas de réaction. Donc, pour Capgemini, on va voir, prochaine zone 140. Pour ma part, on va voir 140, peut-être intéressant. On va voir. On va suivre aussi peut-être les résultats. Pour un investisseur long terme sur Capgemini, en regardant les fondamentaux, les résultats, si ça colle à votre stratégie, 140 euros, ça me paraît pas déconnant comme prix. On était quand même à 220 au mois de mars 2024, donc un an plus tôt. Elle a quand même baissé de 35%. Donc on verra, on va voir. Pour moi, on va voir aussi si à 140, ça me paraît quand même intéressant. Et puis après, on pourra mettre des zones bien plus basses si ça dévisse vraiment. Ici, on a une très belle zone aussi. On reviendrait sur des prix d'avant Covid à 120 euros. On n'en est pas encore là, mais on va suivre, on va voir. Ce que j'aime bien, c'est quand on arrive sur la zone, voir si on a une réaction. Si on arrive là et qu'on a une réaction et qu'on voit que ça pourrait peut-être revenir sur le canal, alors peut-être, pourquoi pas se renforcer. Et puis après, si vraiment ça repart et que ça nous fait ça, pourquoi pas en prendre à 175. Je ne suis pas pressé, que j'en prenne à 140 ou 175, même si court terme c'est une grosse différence de 20%. Sur du très long terme, je pense que ça va pas faire grand chose au final. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la tendance court terme, c'est pas joli sur Capgemini. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On a fait croisement de la mort, la croix de la mort, croisement M50, M200 à la baisse. Donc c'est pas joli, parce que dernièrement qu'on avait croisé à la baisse, qu'on avait croisé à la hausse, la M20, M50, M200, c'était en 2013, et depuis on n'a jamais croisé à la baisse. Donc c'est quand même pas joli en ce moment Capgemini. Donc pour ma part, je vais patienter. On continue avec Danone. Donc Danone, tout roule pour le moment sur Danone. Voilà, valeur entre guillemets un peu défensif. Danone, c'est consommation courante. Donc peut-être des fonds, des investisseurs qui se disent
par les temps qui courent, pourquoi pas un peu de Danone dans le portefeuille. Et on voit, bon bah depuis elle progresse bien, on est à 72 euros. Techniquement, on a une belle zone à 61. On va voir si il y a une rotation, je pense par exemple au luxe qui est un peu délaissé en ce moment, s'il y a des flux qui reviennent sur le luxe pour X ou Y raison, la Chine ou j'en sais rien, bah peut-être que Danone, on va avoir un retracement et revenir vers 61 euros. Donc je laisse cette zone à 61. 70, 80, là ça me paraît pas très très intéressant, même si on dézoome, on était sur une belle tendance haussière, j'ai un gros support oblique haussier qui passe par là, mon PRU est assez intéressant, il doit être aux alentours des 55, j'en avais pris dernièrement vers 51 euros, donc on patiente, croisement de la M50, M200 intéressante, donc peut-être attendre 61, 60 euros, donc on verra au fil de cette année si on a un retracement au niveau de Danone. On continue avec Ipsos. Donc Ipsos, j'ai failli. Je l'ai regardé ce mois-ci. Ça me donnait envie d'en reprendre. Techniquement, ce qui était très intéressant sur Ipsos, c'était cette bougie. Suite à ces résultats qui étaient plutôt bien accueillis par le marché, parce qu'on fait une bougie de plus 8, on casse la zone de résistance. J'ai regardé les résultats ce mois-ci d'Ipsos, ces résultats annuels, je les trouve plutôt résilients. Voilà, c'est plutôt des bons résultats, les perspectives sont plutôt bonnes, le dividende va être aussi un peu augmenté. Je me dis, elle est plutôt résiliente, elle a eu une forte chute. Le secteur me plaît aussi, au niveau des sondages, etc. On va voir. Peut-être en prendre au mois d'avril. Ce qui est sûr, c'est que déjà le petit support qu'on avait tracé ici le mois dernier a été cassé. La résistance, on va peut-être un peu la monter. On va la mettre là. Le support ici, on avait cassé. Et là, on est revenu pile poil sur une grosse zone de support à 42,34. Donc voilà, ce sont des zooms Ipsos. C'est aussi, si on prend du recul, toujours prendre du recul pour des positions long terme. Il faut toujours regarder depuis le début, Ipsos 2002 à 9 euros. Après, on a fait quand même une longue phase de range. Et puis après, énorme envolée d'Ipsos. On a cassé la zone de résistance en 2021. On a corrigé vers la moyenne mobile 200. On est remonté. Et là, on a cassé la moyenne mobile 200. Donc, attention. Et ce qui est plutôt intéressant sur Ipsos, c'est que ça fait un moment qu'on zigzague depuis octobre. On avait failli sortir de cette zone qu'on a vue au-dessus des 48, mais on a vite réintégré. Donc on va voir le support s'il tient. Je pense que pour moi, pour une personne intéressée par le secteur d'Ipsos, les fondamentaux, etc., à 42, ça me paraît pas déconnant de commencer à bâtir une position. Après, si ça lâche, on aura cette zone vers 35. Revenir à 35, c'est quand même, on reviendrait sur des prix de 2010. Après, tout est possible, on verra bien. Moi, je suis dans le train. J'avais pris vers 38 en 2021. Je m'étais renforcé vers 48 en 2023. Voilà, donc voilà. Après, on avait fortement augmenté. Ça me paraissait pas intéressant d'en prendre à 68. Là, on a fait une forte baisse. Et pour moi, les fondamentaux sont encore solides. Donc, après une baisse de 37%, je me dis qu'il y aura peut-être des investisseurs qui vont lorgner sur Ipsos dans les semaines à venir. Pareil, un peu un secteur, entre guillemets, qui n'est pas sexy en ce moment, les sondages, etc. Il y a d'autres secteurs qui sont plus en vogue en ce moment. Donc affaire à suivre, je vais surveiller de très près Ipsos et peut-être que le mois prochain, je vous dirai que j'en ai repris. On continue avec LVMH. Alors LVMH, secteur pareil qui est pas trop en vogue en ce moment. Pareil LVMH, j'avais hésité le mois dernier. On a vu techniquement qu'on avait repassé la moyenne mobile 200, c'était plutôt positif, mais on s'est tapé sur les 741. On a fait un peu de ménage parce que là on est quand même pas top sur LVMH. On est revenu encore en dessous des 600 euros. Alors, c'est pareil. LVMH, 600 euros, pour moi, ça se regarde. Alors, on ne sait pas trop la Chine, on ne sait pas trop ses tarifs douaniers, on ne sait pas trop l'inflation, etc., etc., etc. Mais je me dis, 600 euros, elle était à 900 euros il y a un an, moins 34. Je pense que le luxe repartira
quand, je n'en sais rien. Mais pour un investisseur long terme qui souhaite investir dans le luxe et qui pense qu'LVMH dans 15 ans sera toujours là et aura toujours des bons résultats, etc., ça me paraît pas déconnant d'en prendre à 600 euros. Après, voilà, diversifier votre portefeuille et on ne fait pas all-in sur LVMH. Moi, je trouve qu'on est sur une zone technique intéressante sur LVMH. On va voir. La dynamique n'est pas belle, donc comme à chaque fois qu'on est sur la zone, j'attends. Si la semaine prochaine, on fait encore une bougie de moins 3% sur LVMH, on revient à 560, eh ben, ça sera la même chose. 560 euros, on verra ce qui va se passer. Si on casse tout, eh ben, on attend. On attend une réaction. Une réaction, c'est par exemple la semaine prochaine, on repasse au-dessus des 625. On essaye de voir. On essaye de voir qu'il y a des intérêts acheteurs sur LVMH. Un peu comme ici. Ici, le 18 novembre, on était revenu à 560. On fait une belle bougie hebdo le 2 décembre. Donc là, c'était pour moi une opportunité. Bon, après, 3 mois plus tard, on est revenu au même point, mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Mais je pense que ça, 600 euros, c'est pas mal, LVMH. On suivra, on va suivre, on verra aussi le mois prochain si je me serai renforcé ou pas au niveau d'LVMH. On continue avec Michelin. Donc Michelin fait du zigzag. Cette semaine a été plutôt négatif, mais au final se rattrape bien avec cette mèche basse. On est un peu bloqué entre ces deux zones, 33, 34, 34, 50 au niveau de Michelin. On a la grosse zone de résistance à 38. J'en avais pris dernièrement par ici à 31. J'attends. Pour moi, 30 euros, pourquoi pas. On a bien évidemment les équipementiers automobiles, même si Michelin s'en sort le mieux comparé aux autres, je pense à OP Mobility, Valeo ou encore Forestia. Michelin m'a l'air plus solide que les autres. Et puis c'est pas exactement les mêmes équipementiers. Là, c'est les pneumatiques et en plus, pas que sur les voitures, il y a les avions, etc. Donc on va voir avec ces tarifs douaniers. On va voir, 30 euros, ça me paraît quand même une zone de prix plutôt bien travaillée dans le passé, plutôt intéressante. 30 euros, des prix de 2018, ça zigzague un peu en dessous, au-dessus des 30 euros. Si on prend 30 euros et qu'elle baisse après, j'ai un support oblique aussi plutôt très long terme depuis 2009 qui passerait vers les 25 euros. Donc pour ma part, je pense que Michelin, c'est une très belle entreprise pour le long terme. Donc on verra si on retourne vers 30 euros. Pourquoi pas me renforcer. On continue avec Nexity. Donc Nexity, je vous en parle tous les mois avec, je vais vous reparler de mon erreur et qu'il faut apprendre de ces erreurs. C'est Nexity. J'ai commencé à bâtir la position ici à 41 euros en 2021. Et entre guillemets, après chaque baisse, je renforçais ma position. Je me renforçais, j'en ai pris ici en octobre, j'en ai pris ici en mars 2022, ici en juillet et dernièrement en février 2023. Sauf que ma valorisation Nexity commençait à grossir et puis ça continue à la baisse. Donc c'est pour moi, entre guillemets, la pire des erreurs de moyenner à la baisse parce que quand ça baisse, on ne sait jamais jusqu'où ça va baisser. Alors, mon portefeuille était même ici diversifié, j'avais toutes les autres positions, donc ça allait, mais attention, faut pas acheter tous les supports, c'est pour ça que je vous mets les zones, mais faut voir, on va dire l'économie globale. Comme Nexity, bien évidemment, l'immobilier en France, c'est pas joli en ce moment, donc elle a fortement chuté. On ne sait pas trop où on va aller au niveau de l'immobilier en France. Les résultats de Nexity ont été catastrophiques. Maintenant, personnellement, je sais, personnellement, je crois en Nexity pour l'avenir. Je sais que j'ai des messages comme quoi Nexity, c'est catastrophique, qu'il faut jamais investir. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je vous montre en toute transparence toutes mes actions, que ce soit les énormes pertes que Nexity, même si au final c'est pas une énorme perte parce que comme ça fait depuis 2023 que je n'y touche plus, je suis en moins-value latente, mais je pense que dans les années à venir, elle va repasser au-dessus des 40 euros, voire revenir. Parce que pour moi, si on n'a plus d'immobilier en France, on n'aura plus grand-chose, on aura d'autres soucis parce que le secteur immobilier est très important en France, même pour les autres entreprises qui sont
liées aussi à l'immobilier. Je pense à la construction, je pense aux banques, je pense tout ce qui est matériaux, etc. Donc, affaire à suivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a Nexity ici? Point positif, c'est que déjà, on a entre guillemets le prix plancher à pas enfoncer, c'est les 8,30. Prix de mars 2024, donc ça fait un an qu'on n'a pas été plus bas que 8,30. Contrairement à avant, on avait la vraie tendance baissière avec l'oblique baissière qu'on a cassé. Là, on zigzague. Donc, on était passé au-dessus ici. C'était plutôt positif. Là, on est reparti à la baisse. Parce qu'on a, entre guillemets, aussi les taux d'intérêt tout en France qui recommencent à monter, etc. Donc, c'est pas top pour l'immobilier. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, sur Nexity, ayant déjà des positions et une moins-value latente? Eh ben, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je pense qu'en 2026, ça ira mieux. Donc, même si j'achète Nexity à 20 euros dans un an, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, pour les personnes qui souhaitent investir sur Nexity, qui ont ouvert leur PEA il y a 3 semaines, qui veulent prendre du Nexity pour s'exposer entre guillemets à l'immobilier en France et avoir du Nexity, je pense qu'à 10 euros, c'est pas déconnant. Mais attention, parce qu'à 10 euros, déjà, même si elle revient à 8,30, ça fait déjà une baisse de 20%. Si ça casse, elle peut aller à 4 euros, elle peut aller à 6 euros. On ne sait pas où qu'elle va aller. Après, si vous prenez du Nexity à 10 euros et que vous avez je sais pas, du Schneider, du Legrand, du Hermès, du Stellantis et que vous avez un portefeuille diversifié, pourquoi pas? Mais faites attention, faites attention. Je pense aussi ces histoires de dividendes. On vous dit, par exemple, c'était en 2023, le dividende de Nexity, il a été à 2,50 €. Ça faisait presque plus de 10% de rendement sur dividende. Sauf que fin d'année 2023, Nexity, résultat catastrophique, ils ont coupé le dividende. Donc 0 €. Donc, pour mon cas, par exemple, donc moins-value latente sur Nexity, plus de cash venant du dividende, même si le dividende, c'est pas magique, ça baisse le cours de bourse, mais rien, pas de dividende. Donc c'est pour ça que même les entreprises qui ont versé un dividende, etc., et ben à tout moment, pour X ou Y raison, pour un scandale ou je ne sais pas, et ben ils peuvent couper le dividende. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier. C'est pour moi la seule manière, entre guillemets, de se mettre à l'abri. Si tous les secteurs chutent, parce que si on a une troisième guerre mondiale, on aura d'autres soucis que de regarder notre PEA. Ça c'est sûr. Mais voilà, donc petit point assez long sur Nexity, mais je pense qu'il était important quand même de vous faire. Donc là, je ne touche à rien, elle est à 10 euros, elle peut peut-être revenir à 8,30, repartir à 14, on touche à rien. Et le jour où j'en reprendrai, et peut-être que le mois prochain ou dans 6 mois, ça repartira violemment à la baisse. Mais on fait le point tous les mois au niveau de Nexity, résistance 14 euros. Déjà, si elle repasse au-dessus des 14, ça sera déjà un bon point positif. Par contre, si elle casse les 8 euros, alors là, gros danger sur Nexity. On continue avec Publicis. Alors Publicis, on arrive pour moi sur une zone potentiellement intéressante. On va voir. Publicis très en vogue en 2024. Je dois avoir une très bonne plus-value latente parce que bon, j'en avais pris en 2021-2022 vers les 60 euros. Donc elle avait fortement augmenté. Là, il y avait une très belle opportunité à 80. Je n'ai pas pris. Et on voit, c'est un peu comme on a vu quoi, Air Liquide, qui était sur une belle tendance haussière et que depuis, bon, elle stagne. Donc on va voir. On va voir si Publicis arrive à 90 et on va voir surtout si elle répond. Si elle nous fait un peu comme ici, alors pourquoi pas reprendre? Alors, personne ne dit que dans 6 mois, elle ne sera pas à 70 euros, mais pourquoi pas en prendre à 90? C'est déjà mieux que 108, ça fait 20% de baisse. Pour moi aussi un secteur avec un bel avenir. On verra. Et puis après, 78, on a aussi la moyenne mobile 200 hebdo qui peut être intéressante. Les résultats étaient pas ouf, mais voilà, toujours résiliente. On verra. Donc on arrive, on va voir ensemble le mois prochain où elle en sera et si je me serai renforcé. On continue avec Ruby. Donc Ruby, on est toujours un peu bloqué avec cette moyenne mobile 200 hebdo. Ce qui est plutôt positif sur Ruby, c'est qu'on bataille et que ça fait 4 semaines qu'il n'y a pas vraiment de prise de bénéfice, qu'on reste collé sur cette zone de résistance. Pas comme ici. Là, on avait une vraie tendance baissière. Forte baisse, pullback,
baisse, pullback d'une semaine, on fait une baisse. Et là, ça fait plus d'un mois qu'on reste bloqué ici. Donc c'est plutôt pas mal, Ruby. On va voir, Ruby c'est pareil, j'en avais acheté pas mal, mais Ruby, j'avais acheté sur les zones de support, mais c'est pas comme Nexity, parce que déjà c'est pas le même secteur, c'est un peu service là au niveau du pétrole, et on avait quand même des signaux techniques comme ici quand j'en avais pris au mois de septembre, on était sur un plus bas, on avait bien résisté, on s'est fait peur, mais on a vite rattrapé, on a cassé le canal, et là on est limite avec la moyenne mobile 200, donc c'est plutôt pas mal Ruby à 26 euros. Après c'est pas entre guillemets sexy hein, comme entreprise, mais c'est pour un gros rendement sur dividendes, fonds de portefeuille. Pour le moment, les résultats sont plutôt pas mal. Voilà, ça zigzague. Ça zigzague. On est à 26. C'était des prix de novembre 2021. Donc, c'est plutôt pas mal. On va suivre ensemble si je reprends du Ruby cette année 2025. On continue avec Sanofi. Donc Sanofi, on est presque sur des plus hauts. On a réussi à casser la résistance avec une belle bougie le 3 mars. Là, on revient un peu dedans. Donc techniquement, c'est pas top top. On est un peu sur la zone de polarité. On va voir si ça repart. Après, comme je fais pas du court terme sur Sanofi, j'attends une opportunité. Pour moi, l'opportunité que je fais depuis presque ses débuts, c'était pour moi la moyenne mobile 200 hebdo. On fait quelques écarts en dessous. Après, j'ai trouvé une sorte de support oblique haussier aussi plutôt très intéressant qui part de 2008. Et c'est ce que j'ai appliqué. J'en avais pris ici en 2022 vers les 83. Dernièrement, en 2024, aussi vers les 87 euros. Donc si on revient en 2025 vers les 88 euros, vers ce support oblique, 90 euros, et pourquoi pas me renforcer au niveau de Sanofi, qui est pour moi aussi une entreprise plutôt intéressante pour l'avenir, avec un bon rendement sur dividendes et les résultats plutôt corrects dans un secteur aussi, je pense, intéressant pour l'avenir. On continue avec Schneider Electric. Alors Schneider Electric, je vous ai fait une vidéo il y a une semaine et demie au niveau de l'analyse fondamentale de ses résultats annuels 2024. Donc n'hésitez pas à aller la voir, plus l'analyse technique où là on va refaire la même chose. Pour moi, on est sur une zone intéressante. Maintenant, la dynamique n'est pas top. Pour moi, on avait été bien trop haut. Là, ici, on avait été à 271 avec la hype un peu intelligence artificielle parce que Schneider Electric travaille aux États-Unis pour les data centers et donc avec les plans à des centaines de milliards d'euros pour l'intelligence artificielle et les data centers, etc., les serveurs, Schneider Electric a plutôt un bon carnet de commandes. Mais bon, je pense qu'on a été encore trop vite. On est revenu à 217. C'est premièrement une zone intéressante, mais revenir à 200, ça me paraît encore mieux. Parce que c'est pareil, Schneider Electric, j'ai une énorme plus-value attente, mais il faudrait me renforcer, ça serait pas mal. Et la moyenne mobile 200 hebdo me paraît très intéressante sur Schneider Electric. Donc revenir vers 200 euros, pourquoi pas, ça serait pour moi une opportunité, revenir sur 200, ça nous ferait une baisse d'à peu près 26%, ça me paraît intéressant, les résultats ont été plutôt bons annuels, mais je pense qu'on a été trop vite, trop haut, donc là, pour les personnes vraiment intéressées par Schneider à 217, pourquoi pas, et puis après on essaye de prendre à 173 si elle continue à la baisse. Donc affaire à suivre, on va la suivre cette année, si on a une opportunité, pourquoi pas en reprendre. On passe maintenant à Score. Donc Score, on en est où? On en est à 28 euros. Pareil, Score, secteur de la finance. Gros rendement sur dividendes, ça zigzague pas mal. Au niveau de Score, dernièrement, j'en avais pris en 2022 vers la zone des 17. Donc c'est pour moi une zone vers 20 euros, pourquoi pas. Après Score, il faut quand même se rendre compte que Score, avant le crash du Covid, était à 37. Donc ça fait un moment qu'on est en dessous. C'est un peu l'entreprise de mon portefeuille PEA où je me pose des questions et pourquoi pas peut-être encaisser ma plus-value avec en plus les dividendes que j'ai perçus, c'est plutôt pas mal parce que c'est secteur de l'assurance, les résultats ont été meilleurs, mais l'année dernière, ça a été pas bon du tout. Je me dis avec les catastrophes naturelles, etc. Je sais qu'il y a au niveau des
des cyclones et tout c'était où, en Amérique du Sud, je crois, l'année dernière. Et bon, ça a été pas bon du tout au niveau de score. Donc je me pose des questions, on verra. Pour le moment, bon bah ça monte. Voilà, je laisse faire. Bon bah je vais pas en reprendre à 27. Le dividende, il va bientôt arriver avec un gros rendement. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. Pour moi, bon bah score, on voit, hein, c'est assez clair, même si on se met après le crash du Covid. C'est les plus hauts, bah, la résistance à 30,64, la zone de support à 17,28. Et puis voilà, hein. Là, on va arriver, on va voir si elle arrive à 30,64, si elle va réussir à s'extraire par le haut ou pas. Et puis après, on fera attention. Ce que j'attends sur score, vraiment, c'est si on revient à 30,64, voir ce qui se passe. Si ça commence à repartir à la baisse, et peut-être l'enlever de mon portefeuille plus à long terme, prendre mes gains où je serai en gain avec le dividende plutôt intéressant. Et puis voilà, peut-être aller voir ailleurs, parce qu'il y a des moments aussi, il faut arbitrer ses positions, hein. Quand je vous dis que mes positions en ce moment, c'est long terme à dividende sur 15-20 ans, peut-être que dans 3 ans, ça aura changé, hein. Ça peut changer très vite. J'ai une stratégie de départ, mais après, il faut s'adapter, faut adapter sa stratégie, hein. Donc score, c'est un peu l'entreprise de mon portefeuille où je me pose le plus de questions en ce moment. Donc on verra ensemble ce qui va se passer durant cette année. Donc sur score, on n'est pas loin de la résistance. Donc pour moi, pas d'opportunité long terme à 28 euros. On continue avec Steph. Donc Steph, forte baisse il y a 2 semaines suite à ses résultats. On a cassé le support des 125 qui était pour moi une zone intéressante. J'avais un support oblique haussier qui a été enfoncé. Et pour le moment, on zigzag. Pour moi, maintenant, ça va être une résistance à 126. Alors Steph, fondamentalement, elle me plaît. Elle me plaît toujours, même si les résultats ont un peu déçu les investisseurs. Si on dézoome, c'est toujours une tendance haussière. Dernièrement, j'en avais pris ici en dessous des 100 euros en janvier 2022. Donc j'attends de voir. Si ça continue à aller jusqu'à 114, pourquoi pas. On aurait une config un peu aussi de zigzag, un peu plus prononcé, plutôt très neutre, assez large. On va voir, on va suivre ça ensemble. Il y aura la moyenne mobile aussi 200 hebdo qui depuis ici en 2021, même là si on a fait un écart, quand on y revient, c'est plutôt intéressant. Voilà, après son dézoom, c'est très haussier, hein, Steph. Même si des fois ça fait des grands swings, c'est plutôt pas mal. J'aime l'entreprise, j'aime en plus un peu les perspectives avec. C'est une entreprise de transport de camions frigorifiques et elle arrive à s'étendre un peu dans toute l'Europe, donc j'aime un peu leur stratégie. Donc voilà, pour moi, elle va parfaitement pour ma stratégie long terme à dividende. Donc on va peut-être attendre de voir si elle arrive à 116, et à 116, pourquoi pas, comme ici, il y avait une très belle opportunité. Donc, c'est ce que j'attends. Alors après, comme je le dis à chaque fois, hein, peut-être que dans 6 mois, elle sera à 100 euros. Mais ici, on a eu la grosse bougie rouge, on a eu la semaine un peu d'incertitude, on est resté sur la zone de support qui était une belle polarité en résistance. Et puis la semaine suivante, belle bougie verte. Et après, on a accéléré. Donc, j'ai loupé entre guillemets le train. Et puis, là, il n'y avait rien à faire. Et là, si on revient à 114, peut-être qu'on va faire une bougie comme ça, de toupie, et après casser par le bas. Et on ajustera, on verra peut-être les 100 euros qui peut être intéressante. Mais si on a une bougie comme ça, une bougie verte, et pour moi, il faudra reprendre du Steph pour ma stratégie. Donc, je laisse ces 2 zones. On verra dans un mois où elle en sera. On continue avec Thales. Thales, pas grand chose à faire pour le moment. Elle cartonne avec son secteur. Moi, que j'avais repris en 2024, voilà, énorme plus-value latente. Mais maintenant, la question, ça va être où re-rentrer maintenant du Thales. J'en avais pris ici à 80 euros, j'en ai repris en août 2024 à peu près 150 euros. Elle a explosé à la hausse. Donc maintenant, on a des gaps béants. Même si pour moi, le secteur de la défense va être à privilégier pendant des mois, voire des années. Mais les entreprises de la défense, Thales, Dassault Aviation, Airbus, etc., elles ne vont pas prendre 50% tous les 2 mois.
Voilà, hein, même si l'effort de hier, etc., ça va injecter énormément d'argent dans ces entreprises, il y aura toujours des retracements. Je pense par exemple aux États-Unis à Nvidia. Nvidia, elle s'est propulsée sur, je sais pas, 300% de hausse. Là, elle commence à corriger. Mais Nvidia, c'est pas à foutre à la poubelle. Il faut juste attendre des retracements. C'est souvent des excès haussiers. Et puis après, bon, bah, on a des retracements et c'est à ce moment-là. Alors, ou retracer, je n'en sais rien. Pour le moment, c'est encore trop tôt, Thales. Ce qui est sûr, c'est que tu es à 246, ça ne m'intéresse pas. On peut se dire, par exemple, le gap baissier. On va avoir la construction pendant des semaines, voire des mois, toute cette année 2025. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va rester, par exemple, en range? Est-ce qu'elle va revenir et aller à 300 euros? On va suivre. Moi, je suis dans le train, plutôt content parce que bon, bah, énorme plus-value latente, les résultats extraordinaires, les perspectives extraordinaires, etc. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent rentrer, je pense, soyez patients. Soyez patients. Thales, elle va pas faire 50% tous les mois pour cette année. Donc, on va patienter. Pour moi, on va attendre. On va voir si on revient vers le gap, ce qui va se passer. Et de toute façon, je vais vous la faire suivre tous les mois. On voit même le RSI en zone de vraiment surachat. Donc, patience, il y aura plein d'opportunités. Et pour moi, je pense que le secteur de la défense a un très bel avenir, entre guillemets, bon, malheureusement. Moi, bon, bah, étant sur Thales depuis des années, je suis plutôt content. Après, bon, ben, ceux qui sont sur Airbus, Dassault Aviation, c'est à peu près la même chose. Donc, on va patienter. On continue avec Total Energy. Donc Total Energy, bon bah c'est la seule entreprise pour le moment en 2025 où je me suis renforcé en janvier, début janvier, qu'on est revenu sur la moyenne mobile 200 hebdo à peu près 55 euros. Ça me paraissait intéressant. On avait fait une forte baisse sur Total Energy, 25%. On est revenu sur la moyenne mobile 200. On a eu deux bougies positives vertes. Je me suis renforcé. Alors là, on est à 60 euros. Peut-être que dans 6 mois, on sera à 46. Je n'en sais rien. Mais je pense que c'était plus intéressant d'en prendre à 55 qu'à 65. On a cassé le canal haussier. Pour moi, bon bah très très belle entreprise pour l'avenir. Total Energy, dividende trimestriel, rien à dire. Donc, on est à 60. Attention, le secteur du pétrole. Si on a on ne parle pas encore de récession aux États-Unis, mais bon, si on a une récession aux États-Unis, bon bah le pétrole, déjà que Trump a ouvert les vannes, pourrait fortement chuter. Que va faire l'OPEP pour essayer de soutenir le pétrole, etc. On n'en sait pas trop, donc ça pourrait avoir un impact sur Total Energy. Moi, j'en ai pris à 55. Maintenant, si elle revient à 51, et peut-être qu'elle va latéraliser toute cette année, si on ne sait pas trop ce qui va se passer, pourquoi pas en reprendre. Et puis après, bon bah zone à 46 qui peut pour moi être une belle opportunité pour Total Energy vers les 46 euros. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées par Total à 58. Pour l'avenir, ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît pas déconnant. Attention parce qu'elle pourrait encore chuter. Mais à 58, on est sur des prix de décembre 2022. Personnellement, je trouve que Total Energy, on parle souvent du pétrole, mais c'est pas que le pétrole. Avant, je pense mais elle a accumulé énormément de cash, elle se développe pour tout ce qui est panneaux solaires, des immenses centrales solaires là, un peu partout dans le monde. Voilà, c'est très 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 diversifié Total Energy. C'est pas que les forages de pétrole et suivre le baril de pétrole. Et en plus, on voit que là, elle est sur une belle hausse ces dernières semaines, alors que le baril est sur très très limite au niveau de son support. Donc, pour moi, c'est une entreprise très diversifiée et ça lui colle toujours sur la peau cette histoire de pétrole, mais elle est très diversifiée même dans les énergies renouvelables. Voilà, donc pour moi, bon bah pas d'inquiétude sur Total Energy. On suivra aussi ses résultats, etc. Renforcé à 55, on a 58 pour ceux qui souhaiteraient renforcer ou même commencer à bâtir une position sur Total Energy. Pourquoi pas, si elle va à 51, on se renforcera. Et pour ma part, 51 et 46 que j'attends pour me renforcer. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, peu déçu. J'ai raté la hausse qui était ici, qui était très belle techniquement. On avait cassé ici la résistance
C'était pour moi, il fallait prendre ici à 105. Bon, on verra, hein, peut-être qu'elle va revenir. Pareil, Vinci avec, avec, avec le plan de relance de l'Allemagne, les milliards, etc., avec peut-être la fin de la guerre en Ukraine, où il va falloir reconstruire en Ukraine, donc je pense aux entreprises comme Vinci, Bouygues, etc., dans la construction, qui aura aussi, je pense, des contrats. Là, ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est sous la zone de résistance. J'en ai pas pris à 105, c'est pas pour en prendre à 120 2 mois plus tard. On va attendre. On est sur une très belle phase avec un canal haussier. Voilà, j'en avais pris dernièrement ici en 2021. J'attends de voir ce qui se passe. Si on fait ça, même si on va aller chercher les 130 et qu'on revient à 110, eh ben pourquoi pas. Pour le moment, je garde ces zones techniques à surveiller, le canal haussier. Et pourquoi pas aussi faire du zigzag. On peut faire ça et puis revenir ici, hein. Là, ici, 100 euros, c'est des prix. 100 euros, c'est des prix d'avant le crash du Covid. Donc, c'est pour ça, 100 euros, c'est vraiment intéressant. Je pense Vinci à 100 euros. Mais maintenant, bon, bah, elle est à 120. On va voir la suite. On va voir aussi les résultats du premier trimestre. On va voir tous les dividendes aussi qui vont tomber au mois d'avril. Mais sur la plupart des entreprises du CAC 40. Donc, affaire à suivre. Donc voilà ce tour d'horizon de toutes mes entreprises dites entre guillemets long terme à dividendes. Il y a quelques situations techniques qui me semblent intéressantes à suivre de près. Je pense à Ipsos. Et puis, on a vu ensemble. Voilà, on refera un point le mois prochain. Si je me renforce, eh ben, on verra sur quelle entreprise. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas. On est un peu, entre guillemets, à la croisée des chemins. Les indices sont un peu fébriles avec Trump, la géopolitique, on ne sait pas trop où ça va aller. Donc quand on ne sait pas trop, le mieux c'est de rien faire. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. On a vu ensemble qu'à part Total Energy début d'année, eh ben, je ne touche à plus rien au niveau de mes investissements long terme à dividendes. Et puis j'accumule du cash. C'est toujours bien d'avoir du cash de côté au cas où. Donc voilà mon portefeuille complet. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour refaire un point au niveau de mon PEA de chez Bourse Direct. Donc on va passer rapidement à mon petit tableau des dividendes perçus pour cette année 2025. Donc à part Total Energy au mois de janvier, pour le moment, aucune autre entreprise m'a versé un dividende, mais ça va s'accélérer au fil des mois qui arrivent. On fera un point le mois prochain. Pour le moment, j'ai que 6,32 € au niveau des dividendes perçus pour 2025 avec Total Energy. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce bilan mensuel de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera début de semaine prochaine pour faire un point, cette fois-ci sur le bilan de ce mois de mars de mes trades court terme. Allez, bye!